Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Et dans La vérité en face sur Sud Radio à 9h36, campagne, banlieue, est-ce les grands oubliés de la campagne présidentielle? On vous pose la question à vous au 0826 300 300. Et puis on se pose la question aussi avec nos invités ce matin. Nils Planel, expert en innovation sociale et auteur de Là où périt la République aux éditions de l'Aube. Bonjour. Bonjour. Et notre autre invité, Nadir Kaya, responsable associatif et président de Banlieue Plus. Bonjour. Bonjour à vous. Merci. Alors, on va commencer avec vous, Nils Planel, parce que votre livre fait, en quelque sorte, pas un comparatif, mais tout de même, vous parlez à la fois des banlieues, entre guillemets, hein, et puis du monde rural. Je mets entre guillemets les banlieues parce que souvent, on les caricature, alors qu'en banlieue, il y a aussi des espaces quand même qui sont très, très agréables, et puis d'autres où c'est un petit peu plus difficile, comme exactement dans le monde rural. Vous avez vécu dans des villes du 93, dont Sevran, en Côte d'Or également, je crois, et vous finissez par conclure TER, RER, même combat. Quels sont les points communs, selon vous, donc, entre les banlieues et le milieu rural ? Oui, le constat de départ de ce livre, c'est de dire que la République, pas un terme abstrait, mais ses incarnations, c'est-à-dire les transports, la mobilité, la santé, l'éducation, vous avez des territoires entiers où ces incarnations ont été marginalisées. Si je venais de Sevran pour venir dans ce studio, il y a des fortes chances que d'ailleurs je ne sois pas à l'heure à cause du RERB qui, certaines années, a jusqu'à 15% de temps de retard. Ouais. Si je venais de Côte d'Or, là où je suis élu local, mon TER peut être effectivement en retard. Donc vous avez sur un ensemble de questions une marginalisation de territoires, banlieues, et alors évidemment sans caricaturer comme vous l'avez dit, ouais. Il y a des endroits où ça fonctionne très bien, vous avez aussi des gens qui ont de la ressource, mais c'est pas le tout d'avoir de la ressource. Il faut que je puisse avoir une éducation de qualité. Il faut que je puisse avoir des transports pour venir dans ce studio. Il faut que je puisse avoir des opportunités économiques pour pouvoir, m'émanciper. Et c'est ce constat que je pose qui est qu'il y a des endroits où la République périt. Et la conséquence de ça, c'est que les gens se retirent de la vie publique. C'est-à-dire que cette idée qu'on concourt à l'expression, tous autant que nous sommes, de la volonté générale par le vote, par la participation, par l'engagement associatif, etc., on voit aujourd'hui, et a fortiori dans cette élection, que il y a de l'abstention, où il y a un penchant pour certains extrêmes. Et il y a même, je me disais l'autre jour, finalement, au travers de cette campagne, hein, moi mon bouquin couvre 10 années de travaux, mais au travers de cette campagne, c'est comme si c'est le pic, on voit comme si les Français ne s'intéressaient plus à la France, ou en tout cas certains Français ne s'intéressent plus à la France, lui ont tourné le dos parce que les incarnations de la République leur ont tourné le dos. Ouais, et ils ne se connaissent plus aussi, peut-être, Nils Planel, non? C'est ça? Entre, par exemple, banlieue et campagne. Est-ce que l'on se connaît aujourd'hui? Il y a une division artificielle qui est entretenue. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a le plus frappé quand je suis allé... quand je suis passé de travaux en banlieue à travaux dans la ruralité, vous savez, on a toujours cette image que dans la ruralité, après tout c'est sympa, le dimanche on va se faire une poêlée de champignons qu'on a recueillis dans la forêt. Mais non, mais les problèmes sont tout aussi durs. Donc on a des problèmes communs, mais on n'a pas de conscience commune de ces problèmes, parce qu'il y a une division artificielle qui est entretenue par l'extrême droite en France, qui est que, grosso modo, il y aurait des Français qui seraient moins Français que d'autres, et puis après tout, c'est leur problème. Simplement, si vous faites... les oppose aussi. On les souvent. oppose. Ouais. Et si vous faites pas cause commune, politiquement, si vous construisez pas des majorités, on s'intéresse pas à vos problèmes. Oui. Donc, j'appelle pas à la révolution. Non, mais vous appelez à la convergence des luttes, c'est ça, pour causer aussi sur l'élection. Alors oui, j'ai pas ramené mon t-shirt Che Guevara, mais ce que lutte symbolique. Voilà, je cite dans mon livre des travaux qui ont été faits, aussi bien ceux de Jean-Louis Borloo, qui peuvent, à mon sens, s'appliquer. Ce qu'il dit sur la banlieue s'applique aux territoires ruraux. Je cite des travaux plus anciens aux États-Unis. Je cite Martin Luther King. Mais en gros, vous savez, enfin, en tout cas, je suis élu. Vous devez construire du consensus quand vous êtes élu. Vous pouvez pas arriver et dire, moi, je fais comme je veux. Ce sera, vous allez voir les gens, vous parlez avec eux, vous leur faites prendre conscience qu'il y a des problèmes communs. Aujourd'hui, je vais prendre une anecdote. Un élu, il y a quelque temps, m'a envoyé un élu de banlieue, m'a envoyé une tribune en disant, regarde, cette tribune résume bien tous les problèmes que l'on a. Je dis oui, mais on aurait pu l'écrire il y a 10 ans, 20 ans, et vous savez quoi, on pourra sans doute l'écrire encore dans 10 ans, si
on n'applique pas une espèce de politique commune. Voilà. Ouais. Et quand vous dites qu'on manque de services publics dans ces différents lieux, que ce soit dans des quartiers en banlieue et dans le monde rural, ce ne sont pas les mêmes services publics, non, qui manquent? J'ai envie de dire que le résultat, il est quasi le même. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas de TER, de RER, vous pouvez pas aller chez le médecin à l'heure. Vous pouvez pas. J'ai rencontré en banlieue des jeunes qui me disaient, vous savez, moi, il y a un employeur qui veut bien me prendre à Paris. Mais simplement, il a vu, parce que j'ai mis mon adresse sur mon CV, que je vivais sur les bords du RERB, et donc que je serais en retard un matin sur 3. Donc il me dit, c'est pas ton CV. Moi, j'aime bien ton CV. Je voudrais t'embaucher. J'ai besoin de toi. Mais je ne vais pas le faire parce que je risque de ne pas te voir aussi souvent que je le voudrais au travail, c'est-à-dire tous les jours. Quand vous avez des bus, des cars dans la ruralité qui sont trop rares, vous pouvez pas. Enfin, pour aller à Pôle Emploi, j'ai des demandeurs d'emploi longue durée dans ma ville qui me disent, mais ça veut dire on va passer 4 heures sur place à la sortie du rendez-vous à attendre le quart du retour. Vous voyez, donc tout ce sentiment d'immobilisme, d'immobilité, de manque de mobilité, voilà, ça c'est des résultats qui sont communs. Dans certains endroits, vous avez des médecins, ailleurs vous en avez plus parce qu'ils partent à la retraite. Mais voilà, le constat, c'est qu'on peut se soigner moins bien. Voilà. Allez, on va revenir justement sur ce que vous évoquez avec Nadir Kaya aussi, qui est avec nous, responsable associatif, président de Banlieue Plus, dans un instant. Et vous pouvez réagir entre ces difficultés, que ce soit dans le monde rural comme dans les banlieues, et aussi les solutions qui peuvent évidemment exister derrière. Et les problématiques qui sont parfois identiques. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est violence, etc. On en parle beaucoup avec ce qui s'est passé encore à Sevran avant-hier, dans un instant. Voilà, vous nous appelez au 0826 300 300. On attend vos commentaires également sur Twitter. Sud Radio, il est 9h43. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Et dans La vérité en face sur Sud Radio à 10h moins le quart, on continue à parler des banlieues, des campagnes, grands oubliés ou pas de la campagne présidentielle avec nos deux invités, Niels Planel, expert en innovation sociale et auteur du livre Là où périt la République aux éditions de l'Aube, et Nadir Kaya, responsable associatif, président de Banlieue Plus. Oui, Nadir Kaya, vous avez entendu Niels Planel nous raconter les problématiques en monde rural et puis en banlieue qui sont un peu identiques. Et je posais d'ailleurs la question aussi tout à l'heure, est-ce que ces deux mondes se connaissent? Auparavant, ils avaient tendance à se connaître parce que, il faut bien le dire, beaucoup des gens qui habitaient en fait dans les quartiers autour des villes venaient de la campagne. Ça, c'était auparavant, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, et de moins en moins aujourd'hui. Est-ce que il faudrait les faire se rencontrer? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Alors, je pense qu'ils se connaissent à travers la richesse qui existe dans nos campagnes, dans la ruralité, dans le terroir français. Après, pour vivre ensemble, c'est vrai qu'on est un petit peu loin les uns des autres, mais c'est vrai qu'il faudrait un peu de justice et un peu d'équilibre sur ces territoires de façon générale. Il faudrait pouvoir mettre des passerelles entre ces deux territoires, si je peux me permettre le propos, parce que la France est quand même, malgré ses difficultés et sa situation actuelle, il y a quand même une richesse en France qui n'est pas négligeable et qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Mais je ne pense pas que ça soit peut-être l'intérêt des politiques, parce que quand j'ai entendu votre invité juste avant, ça m'a rappelé les réalités qui existent en banlieue. Donc on peut faire des parallèles sur les souffrances qui existent dans ces territoires-là et qui sont souvent les mêmes, mis à part qu'en banlieue, on subit certaines choses qui n'existent pas en campagne, et heureusement pour eux, c'est tout ce qui concerne la discrimination, la stigmatisation et le racisme. Mais autrement, sur l'aspect social, on est dans les mêmes registres, c'est-à-dire qu'on n'est pas entendu et écouté par le monde politique, ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit dans la ruralité ou dans les banlieues, il y a du chômage, il y a de la misère, il y a des déserts médicaux et des difficultés liées au transport. Et c'est vrai qu'à travers ces problématiques, il devrait avoir une urgence de la part des politiques, mais malheureusement, les années passent et les constats sont les mêmes. Oui, Niels Planel qui est avec nous, est-ce que ces deux mondes sont entendus un peu ou pas du tout par les politiques? Parce qu'on a l'impression, par exemple, pour prendre la banlieue, qu'il y a eu en fait un certain nombre de plans depuis des années avec beaucoup d'argent déversé. Niels Planel, oui. Oui. D'abord, je rejoins les constats de notre ami ici sur lorsqu'il y a eu le confinement en 2020. On a vu la capacité des territoires
à qui on avait dit sans le centralisme franco-français, vous ne pourrez pas vous organiser. On les a vus se mobiliser, tailler des blouses, créer des visières, faire véhiculer des masques, du gel, etc. Recréer des circuits courts, etc. Donc, il y a une capacité dans ces territoires à être fort. De même, la capacité à entreprendre dans le 93, elle est puissante. Vous avez un feu sacré. Ouais. Donc, je rejoins sur ça. Ensuite, une fois de plus, un homme ou une femme politique, lui, il a la recherche de voix. Il va là où on va se mobiliser pour lui, pour elle. Dans les HLM de Sevran, en 2013-2014, on votait à 30%. Dans les pavillons, on vote à 70%. Si j'ai un temps de campagne qui est limité, forcément, je vais aller faire campagne dans les pavillons. Vous voyez, de même, l'an passé, j'étais assesseur pendant 12 heures d'affilée au second tour des élections régionales. Sur 300 personnes, 300 électeurs que j'ai vus, il y en avait 20 qui avaient moins de 50 ans. Ouais. Je vous dis même pas moins de 25 ans. Donc voilà. Et pourtant, tous les candidats cherchent justement à capter les abstentionnistes, ceux qui ne vont pas voter. Donc il y a un enjeu quand même là aussi électoral. Vous pensez, moi je vois un monde politique qui polarise de plus en plus et qui va se tourner mécaniquement vers, y compris avec des petites phrases, vers des électeurs dont on sait qu'ils vont se mobiliser. À la campagne, les gens votent. C'est ce que je vous dis. J'étais deuxième tour des élections régionales en juin 2021, assesseur dans ma petite ville de Bourgogne, la plus belle du monde. Je vous dis, sur 300 électeurs, vous aviez une vingtaine tout au plus qui avaient moins de 50 ans, enfin de visu, quoi. Donc voilà, et très peu qui avaient moins de 25 ans. C'est presque un miracle qu'on voit aujourd'hui. Et même, je me souviens avoir déjà tendu des tracts dans la ruralité à des jeunes. Et les jeunes qui me regardent avec presque de la pitié en disant mais vous croyez encore à ce genre de choses? Vous croyez encore qu'on change les choses par la politique, voyez? Donc ça devient un sacerdoce. C'est aussi difficile dans ces conditions de pousser des projets. Nadir Kayar, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que dans certains quartiers, les jeunes finalement se détournent totalement de la politique et de l'État et de la France parce qu'ils disent finalement ils ne peuvent rien pour nous et ils ne s'occupent pas de nous, entre guillemets? Alors, tout d'abord, je voudrais juste rappeler que la banlieue, heureusement, ce n'est pas que des jeunes, parce qu'on a souvent cette image. C'est vrai. Banlieue, mais l'abstention concerne aussi des moins jeunes, et c'est ça aussi le problème, c'est que il y a une désillusion dans les quartiers populaires qui existe depuis très longtemps. Moi, j'ai l'âge des quartiers populaires et on a vu, on a tout vu, que ça soit la politique de la gauche ou la politique de la droite avec Sarkozy. Donc à partir de là, les citoyens, c'est vrai que quand on fait un constat, on s'aperçoit qu'il y a au moins 40 années qui sont passées et peu de choses ont changé. Vous avez évoqué le fait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'argent qui avait été injecté dans les quartiers populaires. Je crois que c'est plus de 20 milliards, je crois, en 40 ans. Mais moi, je voudrais juste rappeler que ça, c'est une gestion de l'État, des départements, des communes et de la région. Donc c'est pas le fait des habitants, parce que moi on me le renvoie souvent en me disant oui mais les banlieues vous avez rien à dire, on vous a donné beaucoup d'argent. Non, on nous a rien donné. Il a été donné de l'argent public et en partie qui vient de nos impôts à des politiques qui devaient eux gérer cet argent pour changer les choses. Bon monsieur, j'ai oublié son nom. Nils Planel, Nils Planel. Monsieur, pour l'ANRU, concernant l'ANRU, c'est monsieur, j'ai oublié son nom. Ah oui, c'était Borloo. Borloo, oui, absolument. Borloo avait fait des choses intéressantes et monsieur Macron n'a pas pris en compte toute son expérience. C'est un peu dommage, mais le constat est là, c'est que malgré l'argent et les politiques menées, et surtout les phrases qui sont dites par certains politiques, les choses n'ont pas été faites correctement parce qu'on n'a pas fait avec les citoyens, mais on a voulu faire croire qu'on allait faire pour les citoyens. Et déjà, ça c'est une base très importante pour comprendre pourquoi il y a un échec à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est pas simplement de dire que les gens doivent voter, mais c'est leur faire comprendre qu'ils ont un rôle à jouer dans le vote et qu'il ne faut pas tout attendre des politiques. Nils Planel, même constat? Oui, ne pas tout attendre des politiques, quoi. Se prendre en main. Non, mais c'est vrai que dans le monde rural, bien souvent, on n'a pas attendu le monde politique, on se prend en main. On sent plus planté, là, non? On se prend en main d'abord partout, parce que d'abord, on n'a pas le choix. Je vais simplement vous dire une chose. Je travaille sur la candidature de ma ville pour une expérimentation qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. On va voir des personnes qui, parce qu'elles ont des problèmes de santé, des handicaps, de mobilité, elles n'ont pas de voiture, ou elles n'ont pas de quoi mettre de l'essence dans le réservoir. Elles ont des problèmes de garde d'enfants qui font que leurs horaires ne matchent pas ceux des usines. Elles font que
d'une manière ou d'une autre, elles ne peuvent pas saisir les emplois qui existent. Donc, pousser un projet comme ça, qui vise à les embaucher, à créer une entreprise qui arrive à leur permettre d'exercer des travaux utiles à la communauté, spécifiquement en fonction de leur profil, c'est des projets qu'on ne peut pousser aujourd'hui à terme que si on est élu. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on renonce à l'idée que le politique est impuissant, parce qu'en réalité, il a beaucoup de marge de manœuvre. Simplement, moi, ce que je dis, j'essaie de me faire humblement le porte-voix de territoires ou de personnes vulnérables qui ont été oubliées. Ce que je dis, c'est qu'il faut avoir à l'esprit que ces territoires souffrent de risques de paupérisation, de marginalisation, et que donc, il faut se mobiliser en faveur de ces territoires, et de leurs habitants. Simplement, aux habitants aussi, et non seulement de la banlieue et de la ruralité, mais ensemble d'agiter un drapeau pour dire coucou, on existe. Mais c'est suffisant, venez. ça. Franchement, c'est suffisant. Tout à l'heure, on parlait aussi de passerelles, mais concrètement... Alors, est-ce que c'est possible des passerelles, Niels Planel, vous allez nous le dire, et ensuite Nadir Kaya, des passerelles entre des banlieues, des quartiers et la campagne? Ou est-ce que c'est une illusion et c'est très beau sur le papier, mais dans la réalité, ça ne marche pas? Non, ça existe. Je me fonde sur les travaux d'université où j'ai étudié, où on a mené des expériences pour montrer que si on arrive à donner l'idée aux gens qu'ils ont besoin les uns des autres, alors ils vont faire le jeu de la coopération. Donc ça existe. Simplement, c'est comme pour tout. J'ai presque envie de dire, il faut créer un lobby de la ruralité plus. Il faut faire banlieue plus ruralité. Oui. Nadir Kaya. Alors je réagis là-dessus parce que nous, avec tout un ensemble de responsables associatifs et de citoyens engagés, on a créé un mouvement qui s'appelle Banlieusards Attitude et qui a la prétention de créer ce fameux lobby qui nous manque. Parce qu'en fin de compte, tout est une question de rapport de force politiquement. Et donc, nous, on essaie de se regrouper là-dessus. Et on ne veut pas simplement dire aux gens on est là ou agiter le drapeau, mais on s'impose, et notamment lors des élections municipales, il y a eu pas mal de listes citoyennes qui se sont développées dans les territoires et notamment dans les quartiers et qui ont réussi à soit prendre part au débat politique ou soit à prendre des mairies. Donc aujourd'hui, je pense que l'une des solutions pour les quartiers populaires, en termes de rapport de force, c'est les élections locales, là où on peut avoir vraiment des citoyens et des citoyennes issus de nos quartiers et qui puissent répondre concrètement aux problématiques du quotidien. Nadir Kaya, quand on voit ce qui s'est passé à Sevran et avec des violences de dimanche soir, est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois ça vous échappe à vous, à la fois les associations ainsi que les élus dans ces communes? Alors moi je suis un peu radical là-dessus. C'est-à-dire que je condamne évidemment toutes les violences, d'où qu'elles viennent, mais si vous voulez, c'est récurrent, quoi. C'est depuis la nuit des temps qu'on a ce type de phénomène et d'incidence ou de violence. Donc à un moment donné, moi, à mon niveau, ça me révolte parce que premièrement, déjà, je vous remercie, mais on a du mal à accéder aux médias pour débattre de l'actualité de façon générale, mais aussi souvent pour les faits divers. On donne plus la parole à des gens du Rassemblement National ou à Monsieur Zemmour. On donne à tout le monde. Oui. Bon, c'est eux qui parlent, qui évoquent souvent ces sujets aussi, quoi. Qui évoque souvent ces sujets sans nous avoir en face. Donc c'est un peu dommage. La solution, elle est toujours pareille. Il faut de la volonté politique. La volonté politique, c'est-à-dire qu'il faut une vision à moyen et à long terme sur les quartiers populaires. Et il n'y a pas de vision politique sur les quartiers populaires. Il y a simplement des réactions émotionnelles au même titre que je peux en avoir. Et c'est pas ça qui va nous aider à résoudre les problèmes de fond. Donc là, il faut du courage. Je pensais que Macron, comme Hollande, comme d'autres, allaient le faire parce qu'ils tenaient des propos qui étaient assez encourageants lors de leur campagne électorale. Et une fois au pouvoir, on s'aperçoit qu'ils ne tiennent plus attention à ce qui se passe dans les quartiers populaires en termes de promesses. Merci beaucoup Nadir Kaya, responsable associatif, président de Banlieue Plus, et Niels Planel aussi, avec ce livre qu'il faut lire, Là où périt la République, aux éditions de l'Aube, avec des expériences particulièrement intéressantes et un véritable constat et des choses qui seraient possibles de mettre en place, en tout cas pour sauver à la fois les banlieues et les campagnes, les oubliés ou pas de la présidentielle. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, Valérie Expert.